J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Tu as raison, petit prince! Bienvenue dans le Negev, le désert d'Israël. Écoutez ce silence, c'est celui du désert. Un pur moment de bonheur accessible seulement à 2 heures de Tel Aviv ou encore de Jérusalem. Vous respirez un grand coup et hop, vous êtes apaisé. Mais vous me connaissez, j'ai envie de découvrir les alentours. Alors regardons un peu ce qu'il y a à faire. Le désert israélien couvre toute la partie sud d'Israël, mais c'est quand même un petit désert que l'on peut traverser de long en large en moins de 4 heures de route. Ici, on vit à un rythme complètement différent des autres régions d'Israël. C'est ce que l'on appelle le Zman Midbar. C'est-à-dire que tout va beaucoup plus lentement. J'adore déjà cet endroit. Comme dans tous les déserts, ici il fait très chaud et la température moyenne en été est d'au moins 38 degrés. Mais attention, n'oubliez pas de prendre une petite laine car le soir ça se refroidit et ça peut tomber à 13 degrés. Le Negev est la destination idéale pour les amoureux de l'écotourisme. Balade à vélo, méditation dans la nature, sites archéologiques et évidemment les formidables rencontres que l'on peut faire dans le désert. Il y a de nombreux phénomènes naturels dans le Negev, mais le plus impressionnant de tous, c'est sans doute celui de la mer morte. Le point le plus bas du monde avec une concentration en sel importante qui permet de flotter à la surface de l'eau. C'est clair, aujourd'hui, je vais au moins réaliser l'un de mes rêves. Je me trouve dans la mer morte et attention surprise, ici on flotte complètement sans faire aucun effort car ici la mer est tellement salée que l'on flotte et on va en savoir plus tout de suite avec ma nouvelle copine Martine. Ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Et toi? Ah bah moi super bien, on peut pas être mieux qu'ici, tout est beau, tout est incroyable. Ah oui, on est à l'endroit le plus bas de la Terre. On est actuellement à moins 427 mètres. C'est fantastique puisqu'on voit des montagnes devant soi et on n'imagine même pas, mais c'est un climat extraordinaire avec du fait de la basse altitude, on a ici plus de 10% d'oxygène. En plus. En plus. Donc c'est vraiment le lieu idéal pour se ressourcer, se régénérer, aller bien. C'est mieux qu'une cure thermale finalement. Absolument. Si tu me demandes si je rentrerai à Paris, non. Bon, qu'est-ce qui va se passer si on reste trop longtemps? Il n'y a pas de problème? Rien du tout. Rien? Rien du tout. En fait, c'est que bénéfique. Absolument. Pourquoi on appelle ça la mer morte? Alors, on dit la mer morte parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisme vivant, on va dire. Enfin, en tout cas, pas à l'œil nu. Il n'y a pas de poisson ici, non. Il n'y a pas de poisson. Des micro-organismes. D'accord, mais comment ça se fait? Ici, il y a une très forte concentration en sel, environ 30% maintenant. Et ce qui fait qu'on flotte, n'est-ce pas? C'est génial. Alors, ce que vous ne voyez pas, partout on a des petits bobos, des piqûres de moustiques, quelque chose, ça pique aussi. Mais ça fait du bien ou pas alors? Ça fait énormément de bien. La mer morte est remplie de minéraux qui sont excellents pour l'organisme. Il y a du magnésium, du potassium et même du bromure. Alors, on est dans un lieu qui a failli être une des 7 merveilles du monde quand même. Oui, alors on a participé à cette compétition
Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Nous sommes arrivés à la 10e place. Du coup, il y a énormément de touristes qui viennent jusqu'ici. Oui, les gens viennent faire des cures et puis comme ils sont à En-Gedi aussi, ils ont la possibilité de faire des excursions, donc ça leur plaît. J'ai l'impression que ma peau, elle est déjà plus douce là. Ah oui, c'est vrai, déjà très douce, mais tu vas voir quand on va les mettre la boue, ça sera encore plus doux. La boue? Oui, viens avec moi. On va essayer de pas glisser. Comment vous dire? La boue, ça glisse. Je vois pas trop ce que c'est que les traits là. Ça me rappelle les arbres en fait, les âges des arbres. Alors tu vois les différentes couches, en fait c'est du sel. Donc il y a des millions d'années, au moment du glissement de terrain, la mer Méditerranée s'est séparée et elle a commencé par former ensuite le lac Kinneret ou Tibériade et ensuite la mer Morte. Donc c'est comme ça qu'est née la mer. Absolument. Mais l'avantage, c'est qu'ici on ne brûle pas, tu vois. On est à moins 427 mètres et les rayons du soleil sont moins nocifs. Bon, alors maintenant on se met de la boue. Voilà, on va l'appliquer sur tout le corps, y compris visage. Il n'y a aucune allergie à la boue, la boue noire d'En-Gedi. C'est doux, soyeux et ça purifie. Place à la boue. Martine, à fond dans la boue. On va y aller. Et maintenant, on sèche comme des lézards au soleil. Absolument. Allez. Bon, et une fois qu'on est bien sec, on va se rincer. Martine, on va se dire au revoir en se serrant dans les bras. Vous êtes d'accord? D'accord. Pas trop près quand même. On va faire comme ça. À l'ancienne. Allez, au revoir. Je n'arrive vraiment pas à quitter cet endroit, mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'il se passe autour de la mer Morte, et mon guide pour cela est essentiel. M comme manuscrit de Qumran. À 5 km de la mer Morte se trouve le site archéologique de Qumran, là où ont été découverts les manuscrits de Qumran, l'un des plus grands trésors de l'archéologie. Juste derrière moi, vous pouvez voir certaines des grottes où les fragments des manuscrits ont été découverts. Il s'agit de l'une des plus importantes découvertes sur l'histoire du peuple juif, car elle nous permet de comprendre ce qu'était le judaïsme à l'époque du Second Temple. C'est ici que les manuscrits témoignant du monde juif et de la littérature juive ont été trouvés dans ces grottes. C'est assez exceptionnel et même d'ailleurs unique dans l'histoire d'Israël. Ces rouleaux ont pu être conservés dans de grandes jarres en argile, notamment grâce au climat sec de la région de la mer Morte. Aujourd'hui, les manuscrits sont exposés au sanctuaire du livre du musée d'Israël. Au sud de Qumran se trouve le kibbutz En-Gedi, qui abrite un jardin botanique, autre phénomène naturel de la région. Mais vous imaginez un jardin botanique en plein milieu du désert? Quand je suis arrivé ici, j'étais un jeune homme plein d'énergie. Cet endroit était désertique. Nous avons alors décidé de transformer ce désert en un jardin fleuri. Nous avons réussi à planter ici près de 1000 espèces de fleurs et de plantes issues de quelques-uns des endroits les plus chauds du monde. Bon, et si toutefois vous insistez pour connaître le secret de beauté du jardin, eh bien, les habitants d'ici vous diront qu'ils les bichonnent tout simplement avec beaucoup d'amour.
de cette montagne se trouve la forteresse de Masada, un site archéologique très symbolique pour l'Israël. Mais attention, avant d'y accéder, il va falloir monter et grimper énormément de marches. Cela prend 45 minutes. Et surtout, ça s'appelle la route du serpent. Alors souhaitez-moi bonne chance, j'y vais. J'en peux plus. C'est trop difficile. Je vous rappelle quand même qu'il y a 45 minutes de montée, 900 marches au total. Allez, encore quelques marches et c'est bon. Alors... Shalom. Bonjour. Bonjour Ethan. Ça va? Bienvenue à Masada. Merci beaucoup, je suis contente d'être enfin arrivée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où je suis? Alors vous êtes sur un des endroits les plus incroyables de la planète. Vous regardez en bas, vers la mer Morte, qui est le point le plus bas de la Terre. On se trouve ici, au niveau de la mer. Aussi haut que cela puisse paraître, nous sommes bien au niveau de la mer. Cet endroit est un site historique incroyable, construit par le roi Hérode, mais c'est avec l'histoire des rebelles que ce lieu est devenu un symbole pour l'État d'Israël. Je vous propose, Karine, que l'on aille vers la tour là-bas, d'accord? Et de là, on aura une meilleure vue qui nous permettra de mieux comprendre à quel point ce lieu est incroyable. On y va. C'est une tour qui, d'après ce que l'on sait, était bien plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on y envoyait des messagers vers Jérusalem en allumant un grand feu pour envoyer des signaux d'avertissement vers Jérusalem. En allumant un grand feu qui puisse être aperçu à partir de Jérusalem. C'est le seul endroit au monde où l'on peut voir un siège romain intégral, toujours intact. On est quand même en plein milieu du désert. Alors pourquoi ils ont voulu conquérir cet endroit et comment on vit ici? Il était prestigieux de conquérir Masada, parce qu'elle était une des forteresses les plus impressionnantes de l'époque. Mais vivre ici n'était pas simple. Il fallait tout d'abord résoudre le problème de l'eau. Si on n'a pas d'eau dans le désert, on ne peut pas y rester. Mais Hérode, par son génie, a réussi à récupérer de l'eau de pluie qui tombait sur les montagnes en la faisant couler vers d'énormes citernes. Il y avait au total 40 000 mètres cubes d'eau ici, à Masada. C'était assez d'eau pour les piscines, les bains dans les maisons, pour arroser les jardins. C'était une sorte d'oasis au milieu du désert. Et c'est une des raisons pour lesquelles la rébellion a commencé ici. C'est pourquoi également, par la suite, personne n'est venu à Masada pour reprendre la forteresse des mains des Romains. Allons à la synagogue pour parler de l'histoire de Masada. D'accord. Pourquoi il y a une ligne comme ça sur pratiquement tous les murs? Ça nous montre dans quel état les ruines ont été trouvées par le professeur Yadin entre 1963 et 1965. Ce qui se trouve au-dessus de la ligne noire nous indique ce qui a été rénové pour donner une idée aux gens de comment les choses ont pu être à l'époque. Ça, c'est l'ancienne synagogue. En l'an 66, un des plus grands chapitres de la grande révolte du peuple juif contre les Romains allait commencer ici, à Masada. Les Romains ont compris qu'il fallait reprendre Masada. Elle était la plus grande forteresse de l'époque. L'empereur Vespasien envoya 7000 soldats et ils se sont dispersés tout autour de la montagne en 8 camps. Les Romains ont alors bâti une rampe pour atteindre le sommet. Quand ils ont achevé de bâtir cette rampe, ils ont apporté le même bélier qu'ils avaient utilisé pour pénétrer les murs de Jérusalem. Ils l'ont fait rouler sur la rampe et l'ont fait passer par-dessus le mur. Le chef des rebelles de Masada, un homme nommé Elazar ben Yair, il a pris tous les toits du haut de tous les bâtiments et les a placés derrière le point d'entrée du bélier. Les Hébreux au sommet n'avaient plus qu'une dernière nuit pour prendre une décision.
Allait-il retourner en esclavage? Ou bien allait-il choisir une autre option? Et Lazare a fait un discours et il a convaincu les gens qu'il valait mieux préférer la mort plutôt que de redevenir esclave. Chaque homme a alors poignardé sa propre famille. Et quand les Romains sont rentrés le lendemain matin, prêts à prendre la place, ils ont découvert tous ces gens allongés. Je suis un peu retournée là. Ce n'est pas si intense et mélancolique. Ah, Ce site est revenu à la vie. Et il y a quelque chose de beaucoup plus optimiste que je voudrais vous montrer. ah cool, bah, montrez-moi alors, ça va nous faire du bien un petit peu. Ce site n'évoque pas seulement une histoire tragique. On vient ici également pour reprendre des forces, pour la vie. Nous avons 800 000 visiteurs chaque année. Et l'un des événements les plus incroyables qui ait été réalisé ici est la production de l'Opéra d'Israël jusque là-bas. L'année dernière, ils ont joué Aïda. Et cette année, ils vont jouer Carmen. Cet événement accueille 7500 personnes chaque soir. Il y aura environ 70 000 personnes qui se rendront à cet événement en une semaine. Dès qu'ils auront terminé, ils récupéreront tout le matériel et tout redeviendra vierge, comme si rien ne s'était jamais passé. Et tout ça en plein milieu du désert quand même. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Et bonne continuation. D'accord. Imaginez un peu des gens qui ont décidé de tout quitter. La ferveur de la ville, les magasins, leur travail, leur vie sociale. Ils ont quitté leurs amis ou même leur famille pour s'installer en plein milieu du désert et réaliser leurs rêves. Qu'en aurait pensé le Petit Prince? En tout cas, ils existent ces gens-là. Et ils se trouvent dans le désert et ont créé une ferme. Je vais essayer de les retrouver. Le problème, c'est que dans le désert, il n'y a pas de panneau. Alors je ne sais pas si je dois aller à gauche, à droite, tout droit ou derrière. Vous savez quoi? Je vais continuer par là. Je finirai bien par tomber dessus. Bonjour. Bonjour. Karine. Eyal. Là, je vous vois tout seul dans le désert avec votre chien, mais qu'est-ce que vous faites avec les pierres? Il s'agit d'une ancienne marque dans le désert. Comme les nomades, nous marquons les anciennes pistes en plaçant des pierres les unes au-dessus des autres. Ça n'affecte pas la nature et en même temps, on a une trace. Mais comment vous faites? Parce que moi, j'ai l'habitude en ville d'avoir tous les magasins à disposition. Et si j'ai faim, si j'ai soif ou quoi que ce soit, je peux me servir. Ici, on n'a rien. C'est un problème parce que tout est loin. Nous devons donc organiser beaucoup de choses, avoir des stocks en permanence. Et quand nous avons besoin de quelque chose, nous allons à la grande ville, à Beersheba, qui est à 1 heure d'ici, et nous prenons tout ce dont nous avons besoin. Comment vous faites pour vivre? La principale ressource est la culture du raisin. Nous avons planté des vignes au fond de la vallée. Et maintenant, c'est le meilleur moment de l'année. Quand tout est beau et vert, nous attendons la récolte du mois d'août. Nous avons beaucoup appris sur les méthodes de culture du raisin dans le désert, des anciens nabatéens. Et nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant d'essayer la même chose. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut aller là-bas et travailler un peu. Oui, je veux bien. On y va, oui. Il y a même des arbres partout. C'est de la verdure. J'ai l'impression d'être en pleine ville, alors que je suis en plein milieu du désert.
Il y a même des fruits. Oui, c'est une grenade. Une grenadine. En hébreu, on appelle Grenadine, ça rimon. Rimon. Vous avez énormément d'arbres fruitiers ici. Vous en avez combien et quel type de fruits? Nous avons des pêches et des abricots et des citrons, des dattes et des amandes. Et la plupart des fruits, on les fait pousser ici. En fait, c'était vraiment un rêve de vous installer ici parce que nous, en ville, on rêve souvent de s'évader, de faire autre chose, de changer de vie. Vous l'avez fait. Je déteste la ville. Je l'ai donc quittée quand j'avais 16 ans. Et puis, nous sommes arrivés dans le désert et nous avons pensé que ce serait l'endroit idéal pour nous. Et puis, c'était un rêve de construire une ferme, de cultiver la vigne et de planter tous ces fruits ici. C'est le paradis sur Terre ici. Il n'y a aucun bruit venant de l'extérieur, pas de voiture, pas de pollution. On entend un coq, un chien, un oiseau. C'est tout vert et on n'est pas embêté par qui que ce soit. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Maintenant, c'est la partie difficile de votre périple. Au boulot. J'ai besoin d'aide Ok. ici. Vous savez, quand j'étais petite, mon arrière-grand-père avait une vigne aussi. Et on allait tout le temps couper le raisin. Et ensuite, on allait dans des grands bassins et avec les pieds, on faisait Oui. le raisin. Parce que c'est un désert et qu'il n'y a pas assez d'eau, nous devons prendre quelques-unes de ces branches afin de donner plus de force à ces vignes. Très bien. Là, il y en a pas mal, en fait, qui poussent en trop. Donc, on va vraiment enlever toutes ces feuilles. Si vous êtes libre, on peut vous embaucher pour la saison. Actuellement, il s'agit du merlot. Les Français et le merlot vont très bien ensemble. Du merlot! Je veux vous montrer quelque chose. C'est en fait une ancienne terrasse. Nous nous tenons ici, debout, juste au-dessus. Et vous voyez que c'est un tas de pierres qu'ils ont construit. C'était en fait au fond de la vallée. Ils ont fait stopper l'eau et ensuite ils la diffusaient. Et quand il y avait des inondations, ils pouvaient alors irriguer les vignes. Vous vous tenez donc vraiment debout sur des restes archéologiques qui datent de 2000 ans. Vous trouvez pas qu'on a assez travaillé? J'aimerais bien goûter maintenant votre vin. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer après avoir travaillé aussi dur. Waouh! Merci d'avoir préparé tout ça. Pour Ah, de moi. rien, de rien. Ok. Du vin, bien sûr. Vous parlez français. Alors voici du vin. Et le Negev, le désert. Il y a 3 ans, j'ai envoyé ma fille prendre des échantillons de raisins afin de voir si nous pouvions procéder à des récoltes. Elle était un peu paresseuse et elle n'a pas apporté suffisamment d'échantillons. Et nous, de notre côté, on pensait que c'était le moment opportun pour procéder aux récoltes. Nous avons amené beaucoup d'amis pour nous aider, pour récolter beaucoup de raisins. Et soudain, j'ai vu que les raisins n'étaient pas mûrs. Je me suis retrouvé d'un coup avec plusieurs tonnes de raisins qui n'étaient pas mûrs pour le vin. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire avec. J'ai fait une expérience et j'ai produit un vin très léger. Et il a tellement marché que maintenant, je répète cette erreur chaque année. Ce sont des vins très connus et très importants. J'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu être produits ici dans le désert. On devrait donc le goûter. Ok. La santé. Ah, Echaim. C'est très très bon. Bravo. Merci. Tout vient de la ferme en fait. Pas tout. Certains produits viennent de la ferme et d'autres nous sont donnés par des amis. Ah, il y a d'autres fermes à côté? Oui, ils font du fromage de chèvre. Et j'ai un ami qui produit de l'huile d'olive. Il y a combien de personnes au total en fait dans toutes les fermes que l'on trouve dans le désert? 25 familles. 25 familles qui vivent au paradis. Je crois que c'est nous les fous qui vivons dans la ville avec le bruit. Vous avez de la chance. Peut-être que je vais rester avec vous. Si je peux dormir chez vous? Oui, il y a des petites maisons pour des bed and breakfast. Les gens qui aiment le désert peuvent donc venir ici et se relaxer sur un hamac ou bien s'asseoir dans cette petite piscine de roche
avec un petit verre de vin local et profiter du désert. Ça, c'est de vraies vacances reposantes pour le coup. Alors désolée, je goûte tout, mais c'est trop bon. Imaginez que tous ces produits sont fabriqués dans le désert par ces familles. C'est juste impensable, incroyable. Merci beaucoup encore une fois. Les Chaim, à vous, Santé. à votre famille et au désert. Merci. Je suis en plein milieu du désert du Negev et je vous avoue, je commence vraiment à fatiguer. Mais je viens de voir des chameaux là-bas et j'espère qu'il reste une petite place pour moi. Ouh! Shalom! Bonjour. Vous pouvez m'emmener? Montez sur le chameau. Merci beaucoup. Ok. Accrochez-vous bien. Ok, on y va! Merci de m'avoir emmené avec vous, c'est très gentil. Vous vous appelez comment? Hussein, Moi, c'est Karine. bienvenue. Vous êtes des bédouins, vous vivez avec les chameaux dans le désert. C'est quand même une vie spéciale, le désert. Qu'est-ce que vous aimez ici? J'aime le calme. Il n'y a pas de bruit, pas d'agitation, rien. Que du désert. Quand vient la nuit, il n'y a pas de lumière. Rien, juste des bougies. On allume des bougies, on fait du thé, du café, on boit, on parle. Pas de télévision. On travaille, on fait marcher les chameaux, on vit notre vie de nomade. On marche, on passe une nuit dans un endroit différent à chaque fois. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit. Les chameaux peuvent vivre des mois et des mois dans le désert sans rien, c'est ça? Quand il trouve de l'eau, il boit beaucoup d'eau, environ 200 litres. Il se gonfle d'eau et il peut tenir longtemps. Maintenant, on va aller à notre campement. Et on va t'offrir l'hospitalité. Si tu es invité chez moi, tu dois rester 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on ne questionne pas l'invité. Et seulement après 3 jours, on le questionne. Qui est-il? D'où vient-il? Dès que vous trouvez quelqu'un, vous le prenez avec vous et vous l'emmenez 3 jours chez vous sans même savoir d'où ils viennent. Et ce sont vraiment des gens très très gentils et très généreux. Ça me touche énormément. Allons à la tente. Bienvenue. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Salam. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. سلامات كيف انت؟ يرضى عليك كيف وجهك؟ Hayala, hayala. Merci, c'est beau. Waouh, merci. Oh là là, vous avez préparé tout ça. C'est comme ça que vous recevez tout le monde? Oui, c'est toujours comme ça. De la viande, des salades, tout. L'invité chez nous est comme un Ils sont roi. vraiment des gens très généreux, ils n'ont pas grand-chose et en fait, ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc ça me touche énormément. Allez, on mange. Ah, merci, on peut manger alors. Mais ils sont où les couverts? Vous n'avez pas de couverts? On n'a pas de fourchette. Rien. On mange avec les mains. Avec les mains. Oui. Ok. C'est bon. C'est du café? Oui. J'ai fait du chameau et maintenant c'est au tour du vélo. C'est parti! Comme vous le savez, le désert israélien n'est pas très grand. Mais le cratère Ramon est un phénomène naturel exceptionnel et impressionnant. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.
Bonjour Assaf. Bonjour Karine, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va très bien. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Vous pouvez voir par vous-même. C'est l'endroit le plus beau d'Israël, peut-être même le plus bel endroit du monde. Ça me fait penser un peu au Grand Canyon aux États-Unis, mais je crois que ça n'a rien à voir, c'est ça? Ce sont des déserts tous les deux, mais ce n'est pas le même phénomène. Ici, c'est un martèche. C'est un mot en hébreu. Martèche? Martèche. Martèche. Et c'est différent d'un cratère. Un cratère est quelque chose qui s'est créé suite à la chute d'un astéroïde. Et ici, nous avons un phénomène qui s'est produit à cause de l'érosion. Essayez d'imaginer une grande montagne de 800 mètres de haut. Et tout a disparu à cause de l'érosion, de l'eau et du vent. Wind. Oui, le vent, bien Et sûr. on le sent bien, le vent, je peux vous le dire. La montagne était faite de sable. Il était donc facile pour l'eau de faire disparaître le sable. Ça a pris environ 20 millions d'années. Et maintenant, nous avons un trou énorme dans le sol. Vous voyez la falaise de l'autre côté? C'est l'autre côté du Martèche. Et là, nous nous trouvons sur le versant nord du Martèche. Est-ce que le phénomène continue encore aujourd'hui? Le phénomène se poursuit parce que l'érosion est quelque chose de permanent. Mais de nos jours, dans le désert, nous avons moins de pluie. Et on peut se souvenir qu'il y a eu une période où, franchement, cette région était tout à fait tropicale. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut descendre ou pas? Oui, bien sûr. Mais pas d'ici. Il y a des sentiers qui descendent jusqu'au Martèche. Mais aujourd'hui, eh bien, nous allons nous contenter de prendre un chemin beaucoup plus facile. Il est très beau et on va pouvoir, de cette façon, bien regarder le cratère. On n'a pas décidé, finalement, d'aller rouler à l'intérieur, au fond de ce cratère. Ah oui, moi je veux faire quelque chose de simple, de calme, juste pour admirer la vue. Mais je sais qu'ils proposent aussi des courses beaucoup plus compliquées pour des gens qui aiment vraiment les sports extrêmes. Ok, on y va. Je mets mon... Voici votre casque. Ok, mon vélo. C'est immense. Combien de kilomètres ça fait tout ça? Ce cratère fait 42 km de long. Incroyable. Bon, on va peut-être pas faire les 42 kilomètres. Non, pas aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois. Merci. Allez, venez, Karine. Asseyez-vous. Oh, merci. On a beaucoup roulé et pourtant ça va, je me sens bien. Je pensais pas pouvoir tenir autant en plein été dans le désert comme ça avec ce soleil. Alors comment ça se fait qu'on tient aussi bien? Eh bien, par ici, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Eh bien, qu'il fasse très chaud, on ne transpire pas. C'est très sec. Et c'est idéal pour faire du sport. Même en pleine journée. J'ai une surprise pour vous. J'adore les surprises. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai un sac aussi gros. Eh bien, je vais commencer pour vous une petite histoire. On a l'habitude de dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles une personne doit boire du thé au milieu de la journée. La première, c'est qu'il en a besoin. La deuxième, c'est parce qu'il est arrivé dans un bel endroit. Et la troisième raison, et la meilleure, c'est la combinaison des 2 premières. J'espère donc que vous avez besoin de thé parce que nous sommes dans un bel endroit. Alors, buvons Et en du thé. plus, je suis bien accompagnée. 4e raison. J'ai apporté des tasses spéciales Oh, trop mignon. et une herbe spéciale que nous avons cueillie. De la menthe. Et... Ah, des cookies! Entre nous, j'ai bien mérité des cookies quand même. Hein, bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Dans cet endroit, dans le désert, et après avoir fait du vélo, c'est vraiment super sympa. C'est un plaisir de sortir et de se détendre. Boire du thé, manger des biscuits. Ils ont été faits spécialement pour vous. Bienvenue dans le désert. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez choisi cette vie dans le désert et ça fait combien d'années que vous êtes là? Je pense que j'ai toujours su que j'allais vivre ici. Je viens de Jérusalem, mais je pense que lorsqu'on voit cette vue d'ici, on n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est l'endroit le plus beau dans lequel on puisse vivre. Un endroit très calme, très beau, avec un temps magnifique. C'est l'endroit idéal. Il n'a pas tort. Merci beaucoup de m'avoir fait vivre cette expérience. C'était vraiment passionnant et étonnant. Je vous recommande de venir si vous en avez l'occasion. Merci. Bye bye. À bientôt. Et puis, si vous voulez vous détendre un peu, par là-bas, derrière la colline, il y a des gens qui font de la méditation.
Vous pouvez peut-être vous joindre à eux, Ah, pourquoi pas, c'est loin? juste là-bas. C'est très Bon, bah proche. j'y vais alors. La méditation, d'accord, bon, bah, comme ça? Oui, quelque chose Merci comme ça. encore. J'ai été ravi. Au revoir. Tenez votre dos bien droit. Faites rouler vos épaules. Excuse me. Excusez-moi. On m'a dit que c'était bien de venir faire de la méditation avec vous. Je suis désolée de vous déranger. Est-ce que je peux venir? Merci. Je m'appelle Karine. Mon nom est Itai. Voici mes amis. Pourquoi vous méditez ici? On peut méditer en ville, mais on ne peut pas comparer la méditation en ville avec la méditation au milieu du désert. Un paysage naturel, le vent, le soleil. C'est le meilleur endroit que l'on puisse trouver. Ça fait longtemps que vous faites de la méditation? Eh bien, cette session. Nous sommes ici depuis 1 heure environ, mais nous sommes tous ensemble depuis 10 ans. Qu'est-ce que la méditation vous apporte dans la vie? Eh bien, ça m'aide à trouver un équilibre qui est si important dans notre quotidien. Tous les drames, ces choses qui se passent, les mauvaises choses. Lorsqu'on médite, on apprend à accepter toutes ces choses plus facilement. On évite de se disperser. C'est courant de méditer en Israël? Eh bien, je pense qu'en Israël spécialement, plus de gens devraient méditer. Mais de toute façon, je pense que ça prend de l'ampleur chaque année. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui découvrent les choses si spéciales qu'apporte la méditation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple à ceux qui nous regardent pour méditer chez eux? La chose la plus importante est d'être confortable. S'il vous est difficile de croiser vos jambes, vous pouvez même vous asseoir sur une chaise. Mais le dos bien droit. Gardez votre cou bien droit aussi. Fermez vos yeux et commencez à vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez faire ça juste 2 minutes. Vous méditez quand même. Mais vous verrez que dès que vous commencez à vous concentrer sur votre respiration, vos pensées vont vous distraire. Revenez à votre respiration, restez constant, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc la respiration, c'est le plus important. Oui, juste une respiration naturelle. Qui rentre et qui sort. Qui rentre et qui sort. Concentrez-vous là-dessus, sans vous laisser distraire par vos pensées. C'est la seule chose à faire pour méditer. Je suis certaine que dans les alentours, je vais pouvoir trouver mon bonheur. B comme boutique et H comme hôtel. C'est à Mitzpe Ramon, la ville attenante au cratère Ramon, que se trouve l'hôtel Bereshit. Au cœur d'un paysage naturel d'une rare beauté, l'hôtel offre à ses convives un service de standard international et une piscine dans chaque chambre. Ça, c'est le rêve. Et pour finir la journée, j'aimerais bien manger quand même. Alors, R comme restaurant. Chez Eugène, c'est un restaurant gastronomique. Son patron, un Français, a décidé de combiner ses deux passions, la gastronomie et le désert, en intégrant des ingrédients locaux issus du désert. Ça, à mon avis, c'est le duo gagnant.
trouve à l'extrême sud d'Israël, à Eilat, à seulement 1 heure de vol de Tel Aviv. Alors Eilat, c'est une station balnéaire très prisée, non seulement pour ses belles plages, mais aussi pour son ambiance festive et surtout car elle se situe au bord de mer. On peut donc y trouver les coraux magnifiques de la mer Rouge. L'avantage ici, c'est qu'il fait beau toute l'année. Vous êtes prêts à plonger avec moi? On y va! Lorsque vous êtes à Eilat, il y a un endroit incontournable à ne surtout pas manquer. Il s'appelle le récif des dauphins. C'est comme si, par exemple, je vous disais, vous êtes à Paris et vous ne pouvez pas manquer la Tour Eiffel. Bienvenue donc au récif des dauphins. Vous allez pouvoir nager avec les dauphins dans leur milieu naturel. Un vrai bonheur, c'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour, enchantée. Ça va? Ça va bien et toi? J'ai l'impression d'être au paradis. C'est ça, hein? Alors vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce lieu? Vous avez ici un énorme espace. Vous avez dans les 18 000 mètres carrés d'eau et 16 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment un endroit énorme, c'est la mer. Et les filets ont des fenêtres, donc il y a beaucoup de poissons qui passent. Et nous avons ici une famille de 8 dauphins qui vivent ici. Et ici, donc c'est un lieu où tout le monde peut venir? Alors en fait, oui, c'est un lieu touristique. Les gens payent l'entrée et ils peuvent venir d'abord être sur ce ponton et être juste à côté des dauphins. Et puis on peut aussi plonger et nager avec les dauphins. Ah! On y va. Allez, on y va. C'est quoi ça? Alors ça, en fait, chaque entraîneur, il a son nom. Quand on veut leur dire qu'on est là, en fait, ça veut dire que Sophie est là. Elle s'appelle Dana. Dana, c'est une dauphine, c'est une très bonne copine à moi. C'est une des adultes qui est arrivée de mer Noire. Hoppa! Il y en a un qui arrive, il y en a un autre. Ça, c'est Raja. Salut toi! Tiens, tu peux mettre la main à côté de moi. Salut toi! Bonjour! Grâce aux dauphins, vous aidez aussi des enfants malades, c'est ça? Et en fait, ce qu'on fait, ça s'appelle un support moral pour des enfants autistes, trisomiques, avec toutes sortes de problèmes. Et on les amène ici pour un programme d'1 an. Et ce qu'on leur fait, on les amène sur la plateforme ici jouer avec les dauphins et on les amène aussi nager avec eux dans l'eau. Et vous sentez vraiment une amélioration? Au moins ils s'amusent, ils font quelque chose de différent. Et par exemple, une fille qui est arrivée avec selective mutism, c'est-à-dire qu'elle parlait que à sa mère à la maison, à sa mère et à son frère. Sa maman qui l'avait envoyée chez des psychologues et tout, ne savait plus quoi faire. Elle me l'a amenée ici, je lui ai dit, quand j'ai vu son regard, je lui ai dit, est-ce que tu veux voir les dauphins? Quand j'ai vu son regard briller, je me suis dit, ça va marcher. Et j'ai dit à sa mère, si en un mois ça marche pas, c'est pas la peine de continuer, aller ailleurs, aller chercher d'autres thérapies. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, elle a nagé ici avec les dauphins, elle s'est fait une amitié folle avec une des dauphines ici, avec Shai. Et très vite, elle a commencé à parler à ses copines, sa maman s'est plainte qu'elle avait plus le téléphone à la maison. Très vite, elle a repris sa vie. C'est génial. Bon, alors maintenant qu'on a vu les dauphins de près, que vous avez senti, caressé, c'est le moment d'aller dans l'eau. Waouh, je peux vraiment aller avec eux. Alors. Allez, bien sûr, on y va. Je vous présente Adi, c'est avec elle que je vais plonger. Elle est mignonne, hein? C'était un bonheur, le paradis sur Terre. J'ai nagé avec les dauphins, avec mon ami, c'était un bonheur sans nom. Il y avait plein de poissons partout. Vraiment, je le recommande à tout le monde. C'était
comme ça. Voilà. Merci. Avec plaisir. Le récif des Dauphins propose aussi à ses visiteurs une expérience particulièrement relaxante dans ses piscines où l'on peut se faire cajoler par l'équipe du spa. Et si vous voulez complètement vous évader de l'ambiance urbaine pour quelques heures, sachez qu'à 25 km d'Eilat se trouve le parc de Timna qui propose des randonnées en jeep pour voir une des premières mines de cuivre au monde, les fameuses colonnes de Salomon, et tout simplement pour profiter de la vue magnifique qui y règne. Il faut savoir qu'Eilat, ce n'est pas qu'une station balnéaire avec la mer, le sable et le soleil. La vie nocturne est très présente ici. Il y a énormément de festivals, comme par exemple le festival de danse orientale, le festival de jazz ou encore le festival de musique classique. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien, toute la nuit, tous les bars sont ouverts avec en plus des musiciens en live. Bref, Eilat, c'est aussi une ville de la fête. Mon escapade dans le sud israélien touche malheureusement à sa fin. Et comme vous pouvez le constater, comme le petit prince, je suis tombée amoureuse du désert. Si riche et si étonnant. J'ai pu réaliser l'un de mes plus grands rêves, flotter dans la mer Morte, un lieu si unique et surprenant. J'ai découvert des plantes tropicales qui poussent dans cette région très sèche et même rencontré un homme qui a quitté la ville pour habiter dans le désert avec sa famille. Je n'oublierai jamais, bien sûr, la fameuse route du serpent et mon heure de marche pour découvrir la fameuse forteresse de Masada, ainsi que ma balade à chameau et bien sûr ma rencontre avec les Bédouins qui ont été plus que chaleureux. Sur le splendide cratère Ramon, un lieu unique au monde, j'ai eu la chance de pratiquer le VTT en bonne compagnie. De plus, j'ai médité et cela a permis de me ressourcer. À Eilat, j'ai pu réaliser mon deuxième plus grand rêve, nager avec les dauphins. Et j'ai aussi découvert une station balnéaire très agréable et pleine de vie. Croyez-moi, je reviendrai prochainement. À bientôt.